is presented by Flag Children has to put it up with the buzzer. Banks it in! Oh, he banks in the three! Looks to the corner. Touchdown! There it goes! See ya! Home run, Derek Jeter! Dang! Whoa! Here's Kopitar! Score! Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Et bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct pour le live Twitch. Et oui, qui dit bien sûr live Twitch, qui dit invité. Il est à mes côtés avec moi dans le canapé, c'est Anthony Gagnon. Bonsoir Anthony. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci en tout cas de nous rejoindre. On va avec toi passer certainement une heure en ta compagnie. Tu vas revenir un petit peu sur ton parcours qui est déjà quand même assez riche du haut de tes 26 ans. Tu as notamment porté le chandail des Remparts de Québec. Tu as aussi partagé le vestiaire avec avec un premier choix de draft il y a quelques années en NHL. Tu vas donc nous raconter tout ça. Et puis, tu vas bien sûr aussi nous parler des débuts avec les Bulldogs de Liège. Basile est là, lui aussi, pour le moment hors champ. Il va gérer la technique ce soir. Et puis, prendra place, lui aussi, dans le canapé et dans l'émission tout à l'heure pour la rubrique Top 1. Vous le savez, en fin d'émission, on se détend et on essaie de découvrir nos invités sur un autre angle. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous rejoindre en live sur Twitch. La barre des commentaires, elle est là pour interagir avec nous. N'hésitez pas à poser d'ailleurs vos questions à notre invité du soir. On salue déjà Wally0046 qui salue tout le monde. Salut à toi. N'hésitez pas comme lui donc à venir interagir avec nous. Je rappelle que si vous n'êtes pas disponible ce soir, que l'émission sera elle disponible en rediffusion sur YouTube. On compte sur vous aussi bien sur Twitch que sur YouTube pour venir agrandir la communauté haters. Et puis on n'oublie pas non plus bien sûr Facebook, Instagram et TikTok pour vraiment avoir accès à l'entièreté du contenu haters. Vous avez peut-être déjà d'ailleurs entreaperçu Anthony lors de l'une ou l'autre interview, que ce soit avec la Bulldogs TV ou avec aussi les haters, c'est notamment sur Instagram que ça se passe. Allez, on s'installe donc, on est parti pour cette émission 100% hockey sur glace, 100% Bulldogs. On avait déjà eu la chance d'accueillir Luc Steckman il y a quelques semaines maintenant, qui nous avait parlé du hockey sur glace au Québec. Toi aussi Anthony, tu es originaire du Québec, certainement la province pour un Européen qui rime le plus avec hockey sur glace. Tu es même né à Montréal. Déjà, juste pour commencer, est-ce que, au-delà des Canadiens, qui occupent une grande place, bien sûr, du côté de Montréal, est-ce que vraiment on peut dire que Montréal est la capitale du hockey sur glace au Québec et au Canada? La capitale, je sais pas, mais c'est une très grand endroit pour le hockey sur glace qui est très populaire. Je sais que le coin de Québec aussi, très populaire pour le hockey sur glace, des très bons joueurs de hockey aussi là-bas. Mais je te dirais maintenant que c'est pas mal partout alentour du Québec. Tu as beaucoup de joueurs de hockey, beaucoup de joueurs de hockey de qualité aussi. Mais c'est sûr que Montréal, c'est un très grand rayon. C'est un très grand rayon pour ça. Ouais, on est reconnu pour ça, en fait. Et alors, qui dit, notamment être né à Montréal, dit de suite fan des Canadiens, ou il peut y avoir quand même... Non, fan des Canadiens de Montréal, absolument, ouais. Ok. Et alors, le Centre Bell, est-ce que c'est un petit peu comme on qualifierait le Madison Square Garden? Est-ce que c'est la Mecque du hockey? Oui, le Centre Bell, c'est l'endroit où tu veux voir un match de hockey. C'est, selon moi, l'endroit le plus électrisant pour voir un match de hockey. Les fans, c'est probablement l'équipe qui sont le plus fiers de leurs joueurs, fiers de leur équipe. Donc, quand tu as la chance d'aller voir un match des Canadiens, c'est sûr que tu y vas. Puis, à chaque fois que tu y vas, tu ne regrettes jamais d'y être allé. Là. C'est incroyable là-bas. Donc je suppose que tu le conseilles en tout cas à tous nos spectateurs aujourd'hui. Si vous avez la chance de vous rendre au Québec, il faut passer par Montréal. Allez voir un match des Canadiens, 100%, ouais, c'est sûr. Alors on a Sifli aussi qui nous salue dans le live Twitch. Salut à toi également. On va un petit peu tout d'abord évoquer tes débuts, tes premiers pas dans le hockey. Est-ce que c'est directement le premier sport que tu as pratiqué? Et est-ce que, comme pour beaucoup de personnes au Québec et au Canada, on est entre guillemets né avec des patins? Ou est-ce que tu t'es peut-être d'abord lancé dans d'autres sports avant d'aller vers le hockey?
Non, en fait, j'ai commencé directement au hockey, je te dirais vers l'âge de 3-4 ans probablement. J'ai un frère plus vieux aussi qui joue au hockey, donc ça m'a vraiment incité à commencer dans ça. Puis, quand on est jeune au Canada, je te dirais qu'on fait quand même plusieurs sports. Donc, l'hiver, c'est le hockey pour la majorité des gens. Puis, l'été, quand j'étais plus jeune, j'ai fait d'autres sports aussi. J'ai notamment joué au baseball en étant plus jeune. J'ai même fait une saison de soccer avec... on avait une équipe de hockey quand j'avais l'âge midget, donc à peu près 14-15 ans. Puis on voulait faire un autre sport durant l'été, fait qu'on s'était fait une équipe de soccer pour l'été. Ça avait été super le fun. Puis quand j'étais au secondaire, mes débuts secondaires, j'ai même joué au football. Donc j'ai fait pas mal le tour de tous les sports quand j'étais jeune. Fait que c'est important de pas juste toucher au hockey, c'est important de toucher aussi à d'autres sports. Puis je pense que je l'ai bien fait aussi. Mais voilà, très vite, c'est quand même resté le hockey. Ouais, le hockey était T'étais meilleur que dans les autres sports, ou tu as peut-être quand même hésité? On a parfois même certains grands athlètes américains qui parfois, ont été draftés et ont fait carrière dans le sport où ils sont devenus hyper populaires. On peut parler par exemple dans LeBron James, mais on sait que LeBron James aurait pu très bien aussi jouer en NFL au football. Est-ce que toi, ça a peut-être été aussi un petit peu une hésitation à un moment ou non? Non, absolument pas. J'ai tout le temps eu le hockey où c'était là que j'étais quand même très assez bon. Les autres sports, c'était juste pour avoir du plaisir puis pour juste décrocher un petit peu du hockey aussi. Mais le hockey a toujours été mon centre numéro d'attention, puis il n'y a jamais eu une autre compétition avec un autre sport, là, pas du tout. Et est-ce que tu suis quand même, je présume que tu suis quand même la NHL, etc. certainement, mais est-ce que tu restes quand même au courant de ce qui se passe? Tu parlais du baseball, de la MLB par exemple. On sait qu'il y a quand même une équipe canadienne qui est en finale récemment, Toronto, face aux Dodgers. Je vois que tu as une casquette noire et blanche des Sox. Je présume que ça doit être Chicago, les White Sox. Est-ce que tu suis un peu l'actu? Est-ce que tu suis peut-être aussi quand même tout ce qui se passe en NFL? Tu prends le temps de suivre un peu les autres sports? Ouais, j'adore les sports, puis je te dirais que je suis pas mal tous les sports, sauf le soccer, que je te dirais. Donc, le baseball, oui, comme tu l'as mentionné, les Blue Jays de Toronto qui se sont rendus en série mondiale, qui ont perdu malheureusement. Mais ouais, c'est donc le baseball, la NFL surtout que je regarde beaucoup. Puis j'aime beaucoup aussi regarder le golf. Je suis un grand fanatique de golf. Donc je te dirais que c'est les 3 autres sports là, que je regarde beaucoup. D'ailleurs, j'ai l'impression, quand tu parles de golf, que c'est un peu le cas de beaucoup de joueurs de hockey. On vous voit souvent dans les saisons creuses. Il n'est pas rare d'avoir des joueurs justement pratiquer le golf. Et en parlant de soccer, que nous on appelle football en Europe, c'est vrai qu'on voit souvent dans les vestiaires de hockey sur glace. J'ai l'impression que c'est le cas dans ce sport-là plus que dans d'autres. On voit souvent beaucoup de joueurs jouer au football. Est-ce que c'est en lien avec le hockey que vous pratiquez? Est-ce qu'il faut quand même un petit peu être habile avec ses pieds, mine de rien, pour peut-être de temps en temps contrôler un puck? Ou est-ce que c'est juste parce que vous êtes nombreux à certainement apprécier ça? Pour le football, je sais pas, je suis pas un très grand fan de ça, mais c'est sûr que quand tu es un joueur de hockey, veux pas, tu es habile dans presque tout. Surtout que ce soit sur patin, il faut que ce soit avec les mains aussi. Donc, c'est peut-être un petit peu plus facile après ça de se diriger vers un autre sport. Fait que c'est pour ça que moi, en fait, j'ai commencé le golf. Je te dirais que ça fait à peu près 5-6 ans que je joue au golf. Puis beaucoup de hockeyeurs, en fait. Beaucoup de sportifs en général, je crois, jouent au golf l'été. C'est un sport qui est vraiment toi-même contre toi-même. Donc, il y a beaucoup de joueurs, d'athlètes, en fait, qui adorent faire ça. Et donc du coup là on va parler un petit peu de tes débuts. Alors certes tu as quand même évolué, on y reviendra en LHJMQ avec Québec, avec Rimouski, etc. Mais avant ça, tu disais que tu avais commencé le hockey dès l'âge de 3-4 ans. Voilà, très vite tu as pratiqué en club. Est-ce que c'était à Montréal? Est-ce que tu as peut-être déjà bougé un petit peu en dehors de Montréal? Comment ça s'est passé vraiment tes premiers pas en hockey sur glace? Ouais, tout mon hockey mineur qu'on appelle dans notre coin, j'ai tout fait à la même place. Donc dans la ville où je suis né, qui est Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est une petite ville à côté de Montréal. Puis non, j'ai passé toutes mes années là-bas, j'ai jamais changé. J'ai tout le temps été là. J'ai été chanceux. Je crois que je l'ai fait 2 fois. J'ai réussi à monter de ligue au hockey parce que j'étais un petit peu meilleur que les autres. J'ai réussi à aller jouer plus haut. J'étais capable de jouer avec mon frère dans ce temps-là qui était 2 ans plus vieux que moi. Donc pour moi, ça a été comme plus de développement un petit peu plus rapidement. Puis ça m'a aidé en fait dans mon évolution en tant que joueur de hockey. Puis ça m'a permis dans le fond de me rendre ce que je suis probablement aujourd'hui. Et tu as toujours été attaquant, comme tu l'es là maintenant, ou tu as peut-être parfois fait d'autres postes? Non, j'ai tout le temps... Mon but pour moi, quand je joue au hockey, ce que j'aime le plus faire, c'est marquer des buts.
Donc, pour moi, j'avais aucun plaisir à être soit défenseur ou gardien. Donc, c'était tout le temps attaquant le plus possible. Puis, j'ai tout le temps été attaquant. J'ai tout le temps resté là aussi. Que ça soit ailier ou centre, ça, après ça change rien. Mais ouais, c'est tout le temps été attaquant pour moi. Ce que je préfère, c'est marquer, puis aller dans la zone offensive. Donc, c'était important pour moi, en fait. Ça fait partie de mon jeu, l'attaque. Et comment ça se passe dans la région, on va dire, de Montréal, parce qu'on est quand même sur la plus grande ville du Québec. On est même d'ailleurs sur une des plus grandes villes francophones au monde. On est sur donc une très grosse agglomération. Est-ce qu'il y a énormément de concurrence? Est-ce que le niveau est peut-être plus élevé dans cette région-là du pays que dans d'autres? Si le niveau est plus élevé, ça dépend des endroits, ça dépend des années aussi. On dirait que c'est tout un bassin de joueurs qui change à chaque année. Donc, des années, tu as des provinces qui sont peut-être un petit peu meilleures que d'autres. Des années, c'est Québec qui est meilleur que Montréal. Ça change. Mais je te dirais qu'en général, les équipes dans le coin de Montréal, tu as beaucoup d'équipes. Donc, tu as un grand bassin de joueurs. Donc, tu réussis à aller chercher plein de joueurs. Souvent, tu en trouves des excellents joueurs aussi. Donc, ouais, je te dirais que Montréal, c'est un excellent bassin pour le hockey. Pour les jeunes joueurs, en fait, pour l'évolution du Québec. Et puis tu parlais de Québec, la ville. Ouais. Et également, est-ce qu'il y a une vraie rivalité entre Québec, qui est la capitale de l'État, et Montréal, ou pas tant que ça finalement? Non, je crois pas qu'il y a une tant grosse rivalité que ça. Je crois qu'il y a une autant grosse rivalité avec, exemple, les gens de Montréal et les gens d'Ottawa que les gens de Montréal et les gens de Québec. Quand on est jeune, on n'a pas vraiment de rivalité. Nos rivalités, je te dirais que c'est plus contre des villes proches contre qui qu'on joue. Tu sais, Québec, Montréal, c'est quand même 3 heures d'auto. Fait que tu joues pas souvent contre ces équipes-là. Donc, je te dirais que c'est pas assez fréquent pour créer une rivalité. Tu sais, dans le coin de Montréal ou les alentours de Montréal, tu peux avoir 10, 12, 15, 20 équipes qui jouent dans la même ligue, mais qui sont dans ce coin-là. Donc, je te dirais que ça fait plus une rivalité entre les propres équipes de Montréal. Exemple, Montréal-Sud ou Montréal-Nord. Toutes les différentes parties de Montréal où ils ont des différentes équipes. Là, la rivalité est beaucoup plus grande. D'accord, ok. Et alors ici, quand je prends ta fiche Elite Prospect, on va dire 2-3 saisons avant d'intégrer la LHJMQ, tu as notamment rejoint l'équipe de la CCL Dynamic Bantam. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces expériences? On voit que tu as quand même gravi les échelons Double A, puis Triple A, puis même aussi le niveau espoir. Je présume que c'est à chaque fois effectivement une catégorie supérieure. Voilà, comment ça s'est passé à ce moment-là? En fait, ces équipes-là, c'est quand on commence à l'école, donc c'est secondaire 1, donc c'est environ, je te dirais, 13 ans peut-être, 12-13 ans. C'est comme les premières équipes où je te dirais que le bassin de joueurs se rapetisse. Donc, nous, exemple, tu peux avoir 20 équipes dans la région de Montréal. Quand tu arrives à Pee-Wee, qui est avant Bantam, il y a moins en moins d'équipes. Donc, tous les mêmes joueurs, ils vont pour une équipe plus haut. Puis après ça, c'est la même chose pour Bantam. Donc, ça rejoint encore un plus grand bassin pour seulement faire une seule équipe. Donc, c'est là à partir du Bantam 2A, dans le fond. Les noms de ligue ont changé aussi à propos de ce moment-là. Bantam 2A, dans ce temps-là, c'était le plus haut niveau. Fait que, ouais, donc j'ai réussi à faire ces équipes-là qui avaient rapport avec l'école. Donc, à partir de ce moment-là, tu allais à la même école où ce que tu jouais au hockey aussi. D'accord. Donc, tu pratiquais, tu étudiais avec ton équipe, ce qui est très le fun. Avoir une classe de seulement joueurs de hockey, c'est des bons souvenirs qu'on a. Donc on peut vraiment parler un petit peu d'équivalent de sport-études finalement. C'est exactement ça. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que tu participes avec Brian Kolojesic au sport-études ici à Liège Atlas. Donc c'est vraiment la même chose, c'est mêler finalement l'école avec le hockey. Sauf que là, vous avez la chance aussi directement d'évoluer finalement avec votre école et vos coéquipiers directement. Vous évoluez en championnat finalement. Oui, exact. Donc, c'est notre équipe de saison régulière, normale, qui fait juste la même chose, qui va à l'école ensemble, qui pratique ensemble pendant les journées. Donc, comme ça, tu n'as pas besoin que tes parents aient te porté à une pratique le soir, c'est fait pendant le jour. Ça nous prépare avec un petit peu la vie de professionnel, en fait. Ça nous amène dans ce chemin-là. Puis, c'est des très belles années de hockey, là, en général, pour à ce moment-là, quand tu as la chance d'aller à l'école et de pouvoir jouer avec tes chums. C'est bien plaisant. Et est-ce qu'on est dans des structures purement privées? Et donc, du coup, il faut peut-être compter sur les parents qui savent peut-être t'aider à financer tout ça? Ou est-ce qu'on est sur des structures financées peut-être par
par la province ou ou peut-être même par le gouvernement canadien? Comment ça se passe? Ça dépend des endroits, mais pour l'école où moi je suis été, qui s'appelle le Collège Charlemagne, c'est un établissement privé. Donc oui, ça prend le grand support des parents qu'il faut qu'ils soient là pour ça, parce que c'est pas donné à aller à ces écoles-là. Mais tu sais, à la fin de la journée, ça vaut la peine de le faire. Puis je pense pas que mes parents regrettent absolument rien de mon parcours que j'ai eu, puis de l'argent qu'ils ont dépensé pour ça non plus. Et est-ce que on peut comparer finalement cette vie-là avec ce qu'on voit parfois dans les séries ou dans les films, avec tout ce qui est high school aux États-Unis? Est-ce que, on va dire, toute l'école va avoir le match de hockey le soir quand il y a match, ou non? C'est des mondes bien différents. Non, c'est pas comme le college américain ou ces affaires-là. Tu sais, on est beaucoup plus jeunes aussi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a certains étudiants ou même des profs qui viennent voir les matchs les fins de semaine, mais c'est pas autant populaire que le collège américain qu'on peut voir, que tout le monde va voir, que c'est l'événement de la semaine. Non, pas vraiment, non. Et alors ensuite, après voilà, cette expérience-là en collège, certainement jusqu'à 16, 17, voire même 18 ans, il y a donc l'étape, une belle étape quand même, je pense, de franchise. C'est l'arrivée justement en LHJMQ, donc qui est l'une des grandes ligues juniors au Québec, tout comme on a la Ontario Hockey League, par exemple, ou la WHL, qui elle est plutôt de l'autre côté du pays, vers Edmonton ou même Vancouver. Alors, on en parlait d'ailleurs notamment en off, quand on est venu ici ensemble à l'émission. Voilà, moi quand j'ai su que tu arrivais aux Bulldogs, j'ai regardé un petit peu ton CV. Je m'étais arrêté à ta dernière expérience finalement dans cette ligue qui était les Québec de Rempart. Mais avant ça, il y a quand même eu les Olympiques Gatineau, puis Rimouski. On va d'abord commencer avec Gatineau, qui était tes premiers pas dans justement cette ligue junior. Comment ça s'est passé? On voit ici un petit peu au niveau statistique peut-être des débuts un petit peu compliqués, mais voilà, qu'est-ce que ça fait finalement d'évoluer dans cette ligue quand même importante à ce niveau-là au Québec et au Canada de manière générale? En fait, comment que ça fonctionne? Tu es éligible à commencer dans cette ligue-là à l'âge de 16 ans. Puis j'ai eu la chance d'être repêché assez tôt au repêchage pour avoir une chance de me faire un poste dans l'équipe directement avec les Olympiques de Gatineau. Puis comme que je te disais un petit peu off caméra tantôt, junior majeur, en fait, tu as vraiment un cycle avec les équipes. Donc tu as un cycle. Puis quand je suis arrivé à Gatineau, je suis comme rentré dans le cycle où que l'équipe était très mature puis qui voulait gagner. Donc, j'ai peut-être eu un petit peu plus de misère à faire ma place à ces moments-là. Ça a peut-être été un petit peu plus difficile pour moi. Puis, tu sais, quand tu as 16 ans, puis à ce moment-là, c'est la première fois que je partais de la maison pour le hockey. Donc, oui, Gatineau, c'est pas loin de Montréal, mais tu sais, quand même, que tu déménages, que tu t'en vas habiter dans une famille d'accueil, c'est pas facile pour tout le monde non plus pour les premières fois. Fait que c'est peut-être un petit peu pour ça que j'ai eu un petit peu plus de misère, peut-être, avec les Olympiques de Gatineau, mais j'ai quand même eu du très bon temps là-bas. Là. À mon année de 16 ans, j'ai été coaché par Benoît Gros, qui a coaché beaucoup dans la Ligue américaine, puis qui est coach aussi en ce moment dans la KHL. Donc, c'est un entraîneur très renommé aussi, qui est aussi quand même assez, comment je pourrais dire ça, dur envers ses joueurs. Donc, non, faut que tu sois capable de piler sur ton orgueil, puis que t'aies pas peur de rien, parce que quand tu arrives à cet âge-là, tu sais pas ce qui t'attend en fait, puis il faut que tu sois prêt à tout, là. Fait que c'est peut-être un petit peu plus pour ça que j'ai eu un petit peu plus de misère dans mes débuts juniors. Et puis, maintenant, il faut certainement, à mon avis, passer par là pour se même forger finalement en caractère. Il y a ensuite, alors je présume que ça a été peut-être en trade, en échange, je présume que ça se passe comme ça. Mais donc du coup, tu as évolué lors de 2 saisons avec Rimouski et tu as quand même partagé le vestiaire dans certains Alexis Lafrenière. Ceux qui nous suivent dans l'émission ont peut-être déjà entendu parler d'Alexis Lafrenière. Alexis Lafrenière, c'est pas n'importe qui, c'était quand même un premier choix de draft en 2020 et drafté par les Rangers de New York, qui est quand même une des franchises les plus emblématiques du hockey sur glace. Il évolue donc à domicile chaque soir ou presque au Madison Square Garden.
comment ça s'est passé du coup du côté de Rimouski? On le voit lors des 2 saisons que tu as passé là-bas, que toi, n'empêche, ton apport statistique a quand même été intéressant. Et alors, effectivement, celui qui tirait l'équipe certainement vers le haut, c'était lui, avec des saisons quand même à presque 100 points largement. Voilà, comment ça s'est passé du côté de Rimouski? Et puis, tu peux aussi peut-être un petit peu nous parler d'Alexis Lafrenière. Qu'est-ce que ça fait d'évoluer finalement avec un gars qui aura été choisi numéro 1 à la draft en NHL après? En fait, j'ai passé à Rimouski via un échange dans le temps des fêtes. Puis je te dirais que c'est probablement un échange qui a sauvé d'une certaine petite manière ma carrière de hockey en étant échangé à Rimouski, où ce que Rimouski est une ville de hockey, où ce que je conseille à tous les jeunes joueurs du monde, si on a la chance de jouer à Rimouski, d'aller jouer là-bas. C'est vraiment malade comme ville. J'ai adoré mon temps là-bas. Puis quand je suis arrivé là-bas aussi, la ville était encore plus hockey justement à cause d'Alexis Lafrenière qui était là à ce moment-là. Donc j'ai eu la chance de jouer avec lui quand il avait 16 puis 17 ans. Donc juste le voir à son âge de 16 ans, c'est normalement les joueurs de 16 ans, c'est des joueurs un petit peu moins matures, qui ont un petit peu plus de misère. Mais tu sais, lui, il jouait comme un gars qui en avait 20 ans, comme si c'était un vétéran depuis déjà très longtemps. C'est assez incroyable de pouvoir côtoyer une personne comme ça, puis de pouvoir voir tout ce qu'il est capable de faire sur la glace, puis même en dehors de la glace aussi. Parce que tu sais, ces gens-là, c'est pas seulement sur la glace qu'ils travaillent, c'est aussi en dehors de la glace. Fait que non, c'est impressionnant de voir ça, puis c'est le fun de côtoyer ça aussi. Je me sens quand même assez choyé d'avoir pu voir ces années d'évolution, de voir comment il a travaillé puis performé pour être un premier choix en LNH, parce que pour être un premier choix en LNH, il faut que tu aies quelque chose d'exceptionnel, spécial. Fait que non, je suis très content d'avoir vécu ça, je suis très content d'avoir vu ça aussi, je suis très content d'avoir côtoyé. C'est une excellente personne aussi, donc non, c'est juste du positif là, qui ressort de Rimouski. J'ai eu des très belles années de hockey là-bas. Et en tout cas, toi, effectivement, certainement que l'environnement, comme tu le décris, a joué, parce que quand on regarde la 2e saison, c'est la saison 2018-2019, il y a quand même 42 points au compteur, presque 20 buts en 68 matchs, quand même 37 minutes de pénalité. Je ne sais pas si tu as peut-être un tempérament qui à ce moment-là était un petit peu à ne pas te laisser faire peut-être, ou si peut-être les arbitres ne sont peut-être pas tous au niveau. Mais en tout cas, effectivement, on sentait que cette saison-là, c'était peut-être finalement, oui, c'est là où tu as franchi un cap peut-être, comme tu le Ouais, je suis d'accord. Je te dirais que c'est une saison qui m'a permis un petit peu de débloquer puis de retrouver. Tu sais, j'avais tout le temps été un joueur offensif dans les années passées. Fait que d'être quand j'étais à Gatineau, dans mes débuts, puis de plus avoir de rapport offensif dans une équipe, des fois, ça peut faire mal à un joueur. Fait que c'était important pour moi de retrouver ça. Puis comme tu as dit, j'ai marqué 19 buts cette année-là. Tu sais, ça a été beaucoup pour ma confiance. Puis ça m'a aidé aussi beaucoup à relancer pour le reste de ma carrière. Et est-ce que tu parlais d'Alexis Lafrenière, la chance que c'est finalement d'évoluer avec un futur numéro 1 de draft. Alors, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a peut-être pas tant que maintenant à ce point justifié peut-être cette sélection-là. Maintenant, on se doute que la pression à New York doit être quand même assez dure à supporter. Quand on voit déjà comment ça se passe, même pour un Connor Bedard qui était annoncé comme un talent générationnel. Donc maintenant, on voit que les débuts sont quand même un petit peu difficiles. Est-ce que, même s'il était plus jeune que toi, tu parlais notamment de son éthique de travail, etc., et du fait qu'il n'y avait pas de secret finalement pour arriver déjà à ce niveau-là, même à 16 ans, il faut aussi beaucoup travailler en dehors de la glace, mais est-ce que tu as peut-être appris 2-3 choses de lui, de son talent, de ses qualités? Est-ce que tu t'es un petit peu inspiré de lui par moment? C'est sûr que tous les joueurs de l'équipe s'inspirent de lui. Tu sais, sans directement, il pose des questions parce qu'il veut pas, c'est un joueur de 16 ans ou 17 ans, il est un petit peu plus jeune. C'est pas vers un joueur comme ça que tu vas pour des questions, mais c'est juste le fait de le regarder faire. Dans les pratiques, regarder les moves qu'il essaie de faire ou qu'est-ce qu'il fait dans les matchs. Tout essaie juste de les répéter après ça. Ça marche pas tout le temps comme prévu, comme que lui, il les fait, mais tu sais, au moins t'essayes, puis ça te permet de devenir un petit peu plus créatif. En tant que joueur de hockey en regardant une personne comme ça jouer. Là. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, quand je regarde la Ligue nationale, tu sais, je regarde les highlights ou je regarde ses highlights à lui ou peu importe, c'est sûr qu'on prend des notes sur ces joueurs-là pour des trucs, là, pour soit marquer des buts ou bien faire des jeux sur la patinoire. C'est important pour nous de regarder ça. Et alors pour ceux qui ne le suivent peut-être pas au quotidien en NHL, il est quand même toujours présent au sein de cette équipe des Rangers. Jouer quand même plusieurs saisons dans une franchise comme celle-là, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis il aura quand même connu quelques belles saisons avec des participations
aux séries éliminatoires et les Rangers, jusqu'à il y a encore 2-3 ans, faisaient partie des potentiels favoris à la Coupe Stanley. Donc, c'est peut-être quand même tout ce qu'on lui souhaite. Toi, pour ta part, après ces 2 années-là, quand même plutôt riche, en tout cas en buts et en jolies statistiques du côté de Rimouski, tu vas disputer ta dernière saison à ce niveau-là, la LHJMQ. Tu vas donc arriver du côté des Remparts de Québec, qui est quand même une grande institution dans cette ligue-là. Les Remparts de Québec, c'est notamment le centre Vidéotron qui, je crois, peut accueillir 17 ou 18 000 personnes. Tu as même été capitaine de cette équipe, donc tu as eu quand même des responsabilités. Ça s'est quand même notamment justifié d'un point de vue statistique avec 54 points au compteur, plus de 20 buts inscrits. Et puis alors, tu auras connu en tant qu'entraîneur Patrick Roy, qui est un nom qui doit certainement vous dire quelque chose, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Patrick Roy, on est sur l'un des plus grands goalies de l'histoire de la NHL. Il est actuel coach des Islanders de New York, donc lui, son expérience de coach à Québec Rempart lui a permis de regoûter à la NHL en tant qu'entraîneur. Et puis sinon, c'est un goalie qui a soulevé plusieurs coupes Stanley, qui a eu son maillot tiré à Montréal, à Colorado aussi, dans plusieurs franchises. Donc on est sur un monument. Déjà pour commencer, qu'est-ce que ça fait de porter ce chandail-là? Je présume que dans la LHJMQ, peut-être que la franchise des Remparts est peut-être un petit peu à part des autres franchises. Ouais, la franchise des Remparts, je te dirais que c'est pas mal, si c'est pas la plus prestigieuse, c'est pas une des plus prestigieuses équipes juniors au pays. Je te dirais même toutes les confondues, si c'est pas une des plus grandes, c'est la plus grande en fait. Donc, c'est sûr que quand tu es plus jeune, quand tu regardes le repêchage, pas mal tout le monde espère être repêché par les Québec Remparts parce que c'est une grande équipe. Fait que c'est sûr que pour moi, de me retrouver là-bas, à mon année de 20 ans, dans le fond, pour terminer ma carrière, c'était assez exceptionnel, en fait. Oui, j'étais triste de partir de Rimouski. Rimouski avait été important pour moi, puis j'avais adoré mon temps là-bas. Puis, mais tu sais, quand je me suis retrouvé avec les Remparts, là, ça n'a pas été long que j'ai adoré ça aussi. Puis, j'ai adoré aussi le fait que, comme que je te parlais tantôt, le cycle de reconstruction était commencé ces années-là pour les Remparts. J'ai adoré le rôle que j'ai eu avec cette équipe-là. J'ai aimé cette capitaine. Tu sais, c'est tout le temps bon pour un joueur. Ça permet d'évoluer aussi, même si t'es capitaine. Donc, non, j'ai adoré ça. Là. Les Québec Remparts, c'est assez gros dans la ville de Québec, puis même dans tout le Québec en entier. Donc, de faire partie de cette équipe-là, ça a été vraiment incroyable. Ça fait quoi de rentrer dans une arène où, alors c'est peut-être pas plein à chaque match, mais 17 000 gradins comme ça doit quand même être impressionnant, surtout la première fois, je présume. Oui, mais en fait, tu t'habitues très vite. Je pense que cette année-là, on avait eu une moyenne d'environ 13 000 par match, ce qui est excellent pour du hockey junior. Mais non, tu t'habitues. J'avais déjà joué là contre en fait les Remparts dans les années d'avant, fait que tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Mais non, à chaque fois que tu embarques sur la glace, là, c'est sûr que c'est impressionnant même à chaque fois. C'est super cool. Et alors Patrick Roy, je présume qu'en tant que capitaine, tu avais peut-être un rapport un petit peu peut-être privilégié avec lui. Est-ce que tu sentais au quotidien que c'était effectivement une légende de la NHL? Est-ce qu'il partage aussi avec ses joueurs ce vécu qu'il a eu en tant que joueur? Oui, 100%. Puis, tu sais, vu que cette année-là, on avait une équipe peut-être un petit peu moins bonne au classement général, je te dirais qu'il était vraiment plus easygoing. Il était vraiment plus gentil, en fait, que ce que le monde peut peut-être penser. Mais c'est une excellente personne. C'est un fanatique de hockey. Il est vraiment dédié à son sport, puis il adore son sport. Puis c'est ça que tu peux voir dans lui. Toute sa passion, tout ce qu'il amène. C'est un gars qui veut gagner à tous les matchs. Peu importe contre quelle équipe que tu joues, il veut gagner absolument. Puis de pouvoir côtoyer une personne comme ça, qui est une légende du hockey. Malheureusement, moi, je l'ai pas vu garder les buts. Mais, tu sais, exemple, mon père, il a déjà vu jouer ici avec une légende du hockey. Il était probablement plus impressionné que moi que ce soit mon coach. Donc, non, c'est vraiment le fun de côtoyer une personne comme ça, puis d'être capable d'être proche avec lui, puis d'avoir des discussions. Puis, non, c'est très cool. Et quand il était encore entraîneur comme ça, est-ce que les gens, limite même des autres équipes, se rendaient
venait à la patinoire exprès pour lui? Est-ce qu'il attirait finalement un petit peu l'attention, même en étant que coach finalement? Oui, absolument. Il attire plus l'attention il attire beaucoup plus d'attention que les joueurs, en fait. Comme je te racontais tantôt, quand l'autobus arrivait, les fans qui venaient pour des autographes, c'était pour le coach, c'était pas pour les joueurs. Fait que c'est sûr que c'est assez spécial de voir ça. Tu t'arrêtes, tu sors de l'autobus, les gens ont des anciens bâtons de Patrick ou des chandails du Canadien ou peu importe. Là, toi, tu t'en vas jouer un match junior. Ça n'a comme pas vraiment rapport. Mais non, c'était tout le temps le premier gars, il signait tout le temps tous ses autographes. Une personne très humble, très gentille avec tous les gens aussi. Fait que de voir ça aussi, puis de pouvoir prendre exemple là-dessus, ça a été très important pour chacun des joueurs de qui il a coaché, là. Et alors, on va juste faire une petite parenthèse, parce qu'on parle là de Québec, avec le centre Vidéotron qui a été construit il y a une dizaine ou quinzaine d'années de base pour essayer de ramener la NHL à Québec. Cette saison, notamment, il me semble que Colorado joue avec un maillot aux couleurs des Nordiques, qui était le nom de l'équipe avant qu'elle aille du côté de Colorado. Est-ce que pour toi, Québec devrait quand même retrouver une franchise en NHL? Je crois que c'est très dur à dire, mais je crois que les gens de Québec méritent amplement une équipe de la LNH. Je crois que ça serait une bonne chose aussi pour le Québec. Ça créerait une énorme rivalité. Là, tu aurais ta rivalité. Montréal-Québec, ça serait une excellente rivalité. Moi, en étant fan des Canadiens, qu'il y ait une équipe à Québec ou pas, c'est un petit peu moins grave. Mm-hmm. Mais je crois que les gens de Québec, ils méritent amplement une équipe à Québec. Ils ont l'amphithéâtre pour ça. Ils ont les fans pour ça, tout alentour de qu'est-ce qui se passe pour le hockey. C'est une très belle ville aussi pour les joueurs de hockey qui s'y retrouveraient. Donc oui, je crois 100% que Québec devrait avoir une équipe de la nationale. Je crois que ça va probablement arriver d'ici, je sais pas combien d'années, mais je crois vraiment que ça peut peut-être arriver un jour. C'est vrai qu'il y a quand même souvent pas mal de discussions autour de ça, que ça soit peut-être une expansion, avec peut-être encore une ou l'autre franchise supplémentaire, ou alors peut-être une franchise qui déménagerait. Difficile de dire là comme ça qui pourrait déménager. Mais voilà, il y a quelques équipes qui ne font plus trop de résultats. Est-ce qu'une équipe comme les Ducks d'Anaheim, peut-être par exemple, quand on sait qu'il y a Los Angeles juste à côté, est-ce que du coup on déménagerait cette équipe, ou est-ce que Colorado retournerait finalement peut-être à Québec? À voir. Ce serait assez fou si ça venait à arriver. Imaginons Nathan McKinnon à Québec. Là, il y aurait une vraie rivalité avec Montréal, mais c'est vrai qu'en tout cas, on imagine très bien effectivement Québec avec une franchise LNH, NHL. Ça pourrait être sympa. Ensuite, il y a eu effectivement une arrivée du côté de l'université de Concordia. Donc là, tu avais dépassé l'âge finalement de rester en LH JMQ. Bon, là, c'était l'année Covid, donc au final, il ne s'est rien passé. Mais ensuite, dès 2021, tu as donc côtoyé la ECHL, qui est une ligue de l'Est du Canada et des États-Unis, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu auras donc porté le maillot des Admirals de Norfolk. Tu auras joué aussi pour les Reading Wilds et également les Indy Fuel. On est sur une ligue professionnelle d'ailleurs. Tu me parlais d'ailleurs en off, tu disais que c'était juste en dessous de la AHL. Comment ça s'est passé cette saison-là? 3 équipes en un an. Ça doit pas être évident, je présume, de changer comme ça de vestiaire au bout de quelques matchs à chaque fois. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu en retiens de ce passage? En fait, j'en retiens énormément de ce passage. Ça a été beaucoup de haut puis de bas. C'est comme que tu peux voir 3 équipes en un an. C'est probablement la dernière chose qu'un joueur voudrait connaître ou vivre. Donc c'est la ligue simplement en dessous de la Ligue américaine de hockey. Donc, la première équipe que j'ai faite, les Norfolk Admirals, à ce moment-là, ils appartenaient aux Hurricanes de Caroline, à la Ligue nationale. Les Reading Royals, on appartenait aux Flyers de Philadelphie. Puis le Indy Fuel, ça appartenait aux Blackhawks de Chicago. Fait que j'ai eu la chance de jouer pour 3 organisations. Mais c'est très, très dur de faire ta place dans ces endroits-là parce que, veux pas, quand il y a un joueur de la Ligue nationale qui descend en Ligue américaine, il y en a un de la Ligue américaine qui descend dans la SCHL. Okay. Justement, tu as des joueurs américains, canadiens à toutes les semaines qui arrivent pour pratiquer, pour prendre ta place. Donc, chaque pratique, t'as pas le choix de travailler pour faire ta place, pour bien jouer. Chaque semaine ou toutes les 2 semaines, t'as un nouveau joueur qui arrive. Donc, si ça marche pas pour toi à ce moment-là, tu te fais sortir, tu peux passer des matchs dans les estrades. C'est pas facile. Puis, pour un jeune Québécois qui en était à sa première année, qui était une rookie à ce moment-là, j'étais peut-être pas non plus
la priorité de ces équipes-là. Ils priorisaient beaucoup plus les joueurs qui avaient été repêchés par les équipes de la Ligue nationale puis qui voulaient continuer leur développement, ou les joueurs qui étaient sous contrat avec l'équipe, par exemple, de la Ligue américaine puis qui étaient descendus pour plus de développement. Moi, j'avais pas ça à ce moment-là. Fait que c'est sûr que tu passes après plusieurs personnes, même si tu connais certains bons matchs, ben, tu es souvent le joueur le plus facile à tasser ou peu importe. Fait que c'est pour ça que j'ai fait 3 équipes cette année-là. Pourtant, j'ai pas eu une si mauvaise saison que ça. Quand mon début de saison a été quand même un petit peu plus difficile, mais après ça, avec les Reading Royals, ça a quand même très bien été. Je te dirais, selon les circonstances. Puis après ça, la dernière équipe que j'ai faite aussi, là, je commençais pas mal à être tanné de faire mes valises, de voyager, d'impacter. Fait que ça a été une année riche en émotions cette année-là. Je me suis beaucoup remis en question en étant joueur de hockey quand j'ai passé à ce moment-là de ma vie. Donc, c'est pour ça, après ça, que tu peux voir que je suis retourné jouer au Québec un petit peu pour refouler mes sources un peu puis revenir aux bases. Et donc, du coup, comme tu le dis là, il y a une vraie différence entre le Canada et les États-Unis. Parce que pour nous, Européens, on pourrait dire, ça reste l'Amérique du Nord et... c'est la même chose, c'est juste que le bassin est juste encore plus gros. Tu as des joueurs de n'importe où qui arrivent, ça peut être de l'Europe, ça peut être du Canada, ça peut être des États-Unis. Les joueurs arrivent de partout pour jouer dans cette ligue-là. Puis il n'y a pas de restrictions ou de limites de joueurs de sa nationalité. Donc c'est le meilleur qui gagne. Fait que peu importe le joueur de où ce que tu es dans le monde, tu as ta chance de faire ta place. Puis il faut que tu la fasses. Puis à chaque jour, ça recommence. Il faut que tu sois prêt à tous les jours. Fait que c'est ça la plus grosse difficulté. Là, c'est qu'à chaque jour, quelqu'un vient pour ta job. Et comment t'en es arrivé finalement à évoluer en ECHL, que ce soit avec Norfolk, les Royals ou l'Indy Fuel? Est-ce que c'est toi-même, entre guillemets, qui est allé démarcher les équipes? Est-ce que tu avais quand même à ce moment-là peut-être un agent? Est-ce que c'est un système de draft aussi et de repêchage, comme c'est le cas notamment aussi en LHGMQ et en NHL? Comment ça fonctionne? En fait, comment que ça fonctionnait, c'est à ma dernière année avec les Remparts de Québec, quand j'avais 20 ans. Normalement, quand les saisons finissent, certains joueurs, tu as la chance d'aller jouer des matchs professionnels, donc soit dans la Ligue américaine, soit dans la ECHL, où les très bons joueurs, des fois, peuvent même être dans la LNH, ce qui est très rare. Puis, à ma fin d'année, avec les Remparts de Québec, lorsque notre saison finissait, j'étais supposé aller pour les Norfolk Admiral. Puis, c'est le COVID qui est arrivé. Donc, la saison elle a terminé, puis malheureusement, j'ai pas pu aller jouer pour cette équipe-là. Puis, l'année COVID d'après, cette équipe-là ne jouait pas non plus à cause du COVID. Donc, c'est seulement l'autre année d'après que j'ai réussi à re-signer mon contrat finalement avec eux. Puis, pour comment que ça fonctionne, c'est oui, j'ai un agent, mais ça fonctionne aussi, tu sais, ils parlent beaucoup avec tes entraîneurs, ils font des recherches, mais oui, l'agent a un grand rôle là-dedans pour te placer à ces endroits-là. Et ensuite, retour au Québec, entre guillemets, retour aux sources. Même si tu vas quand même connaître, entre 2022 et 2024, tu vas quand même passer quelques semaines, quelques mois en Australie. Luke nous parlait de son expérience en Nouvelle-Zélande. Donc là, du coup, tu auras à la fois évolué avec les Rivières-du-Loup, puis tu auras connu Perth. Donc c'était important pour toi, dans un premier temps, de retourner peut-être, comme tu le disais, aux sources. Avec Rivière-du-Loup? Oui, en fait, quand que j'avais fini ma saison aux États-Unis, là, ça faisait peut-être 5-6 ans que j'étais parti de la maison. Puis là, je commençais à vivre des moments un petit peu plus difficiles au hockey, peut-être. Fait que ça a été important pour moi de revenir chez moi, au Québec, retrouver un petit peu les bases normales. Puis, à Rivière-du-Loup, à la Ligue nord-américaine de hockey, c'est une ligue de hockey qui est en développement maintenant, mais qui est de l'excellent hockey présentement. Tu as beaucoup de joueurs qui finissent leur carrière en Europe, qui s'en vont jouer là-bas, ou au lieu de venir jouer en Europe, ils vont jouer là-bas. Donc, c'est une excellente ligue de hockey aussi, qui prend pas beaucoup de temps non plus. Tu pratiques pas dans cette ligue-là, c'est seulement des parties la fin de semaine. Donc, la semaine, tu peux faire ta job, tu peux travailler. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de joueurs de hockey qui se dirigent vers cette ligue-là maintenant pour pouvoir commencer leur vie, en fait, là, se retrouver un job, avoir un peu plus de stabilité dans leur vie. Fait que j'avais essayé de retourner à ce moment-là au Québec juste pour trouver un petit peu plus de stabilité, puis de focusser peut-être un petit peu moins sur le hockey. Et alors, l'expérience en Australie, pourquoi le choix de traverser la planète? J'ai eu, en fait, avec un joueur avec qui j'ai joué à Rivière-du-Loup cette année-là. Lui, il était allé jouer en Australie l'année d'avant. Puis il m'avait dit, faut que tu aies essayé ça, c'est un bon trip, c'est un bel essai. Puis j'ai eu la chance de partir avec un autre de mes amis très proches à ce moment-là. Donc on était 2 à partir. Fait que moi, j'étais quelqu'un qui adore voyager.
Donc, avoir une occasion d'aller en Australie où ce que tu peux jouer au hockey aussi en même temps. Puis, tu sais, quand tu es dans une équipe de hockey, tout est plus facile en fait quand tu t'adaptes à la ville. Tu sais, ils t'amènent à certains endroits où c'est plus facile de. C'est pas comme un voyage tout ça. Fait que t'es vraiment. Tu vis vraiment la vie australienne. Fait que ouais, j'étais là-bas pendant l'été, puis ça a été chouette, c'était cool. Et le niveau de jeu en Australie, quel est-il? C'est pas très développé. C'est pas un sport qui est très, très développé encore en Australie. Fait que non, c'est plus, tu vas pas là-bas vraiment pour le calibre de hockey, tu vas plus là-bas vraiment pour l'expérience. L'expérience tout court. Et donc, du coup, la vie australienne, on peut s'imaginer à surf la journée. Ouais, ben dans le fond, le soir. Comment que ça fonctionne, c'est eux autres, leur hiver puis leur été sont différents de nous. Fait que quand que nous, on est allés pendant l'été, eux autres, c'est leur hiver. Fait qu'il y avait un petit peu moins de ça. Il faisait quand même 20-25 degrés tous les jours, ce qui est très bien. Moi, pour un Québécois, ce qui est très bien. Mais tu sais, on allait à la plage des fois avec mon ami, puis on était les deux seuls sur la plage. Le monde, ne voyait pas pourquoi que le monde allait à la plage quand c'était 25 degrés dehors. Quand que les autres, c'est comme 40 ou 45 pendant l'été. Fait que, ouais, c'était un petit peu différent, mais pour nous, il faisait très chaud, là. Ouais. Et puis alors, donc la saison 2023-2024, donc tu vas démarrer toujours avec Rivière-du-Loup. Tu vas faire aussi étape avec l'équipe des Marquis Jonquière avant de connaître, là on peut peut-être le dire, même s'il y a eu effectivement Perth, la première vraie expérience, on va dire en dehors des États-Unis ou du Canada, vraie expérience en dehors donc de l'Amérique, avec une arrivée à Dingolfing. Voilà, pourquoi l'Allemagne? Est-ce que comme pas mal de joueurs finalement, et comme on a pu l'apprendre avec Luc et même pour en avoir discuté avec d'autres, c'est que au bout d'un moment, si tu veux peut-être continuer ta carrière de hockeyeur, c'est par l'Europe que ça doit passer, ou alors c'était plus clairement un choix personnel de découvrir autre chose encore, comme tu l'as fait finalement à Perth en Australie? En fait, durant mon début de saison, après que j'avais recommencé avec où ce que j'étais avec les Marquis de Jonquière, je me suis dit qu'il me restait quand même encore du hockey à l'intérieur de moi, puis que j'avais le goût d'y donner une chance aussi. Puis, comme je t'ai dit tantôt, j'étais quelqu'un qui adore voyager. Donc, c'est sûr que pour moi, l'Europe était dans mes pensées depuis déjà quelques années maintenant. Fait que j'ai un ami à moi qui m'a offert ce poste-là ici, le poste là-bas à Dingolfing. Puis je te dirais que ça a pris peut-être 24 heures, puis j'avais pris ma décision, puis je faisais mes valises, puis je partais pour l'Europe. Donc un choix que j'ai absolument pas du tout regretté. J'ai adoré mon temps passé là-bas. Ça a été, tu sais, l'Allemagne, c'est pas nécessairement un pays que, en tant que Québécois, tu dis je vais aller visiter l'Allemagne ou peu importe. Mais d'aller faire du sport là-bas, puis de côtoyer la vie là-bas, puis de jouer là-bas, j'ai adoré ça. Là. Ça a été un excellent moment pour moi, puis dans ma carrière aussi. Donc du coup, effectivement, ce que tu dis, c'est que on est plus, nous, Européens, à idéaliser vraiment l'Amérique, moins l'inverse. L'Europe attire moins quand on est... Ouais, ça dépend, mais tu sais, on est... pour nous, les Canadiens et les Américains, on va quand même très bien l'Europe aussi. Tu sais, t'as beaucoup de ligues de hockey, t'as des excellentes ligues de hockey aussi en Europe. Mais c'est sûr que notre plan numéro 1 à nous, c'est de faire carrière en Amérique du Nord. Avec la plus grande ligue de hockey qui est la Ligue nationale. Par la suite, après ça, quand tu vois que ça marchera peut-être pas, ce qui arrive avec beaucoup de joueurs de hockey, en fait, c'est là après ça que tu te rediriges vers l'Europe, où ce que tu peux faire de carrière très longtemps aussi, où ce que tu peux vivre de ça, ce qui est très bien. Donc, ouais, il y a beaucoup de joueurs là, qui se dirigent vers l'Europe. Je te dirais qu'il y a de plus en plus de joueurs aussi, de jeunes joueurs, qui vont se diriger vers l'Europe aussi maintenant. Je te dirais qu'avant, ça l'attendait peut-être un petit peu plus longtemps, être un petit peu plus vieux. Maintenant, dès que ça marche pas nord-américain, là, on vient tout de suite en Europe. Et donc, tu penses, toi, de manière générale, que le niveau global, finalement, du hockey en dehors des États-Unis et du Canada a augmenté? Oui, il est très excellent. Le niveau de hockey à l'extérieur des États-Unis est très excellent aussi. Il y a d'excellentes ligues de hockey en Europe. Là, quand on parle de la SHL ou de la KHL ou même la DL en Allemagne, là, c'est des excellentes ligues de hockey où tu as des excellents joueurs de hockey aussi. Et alors, l'Allemagne, franchement, plutôt belle expérience. Hein. Tu termines la saison 2023-2024 donc avec l'équipe de Dingolfing, qui est en Regional Liga, la 4e division. En saison régulière, il y a quand même 17 points en 10 matchs, avec plus d'un but par match en moyenne. Puis, ça va jouer les playoffs pour se maintenir dans la ligue. Tu vas quand même scorer 32 points en 13 matchs, dont 23 buts en 13 matchs. Donc, tu étais quand même efficace devant le but. Et puis, ça s'est confirmé aussi la saison suivante, qui était donc la saison dernière. Tu vas
démarrer tout d'abord cette saison-là avec toujours cette équipe de Dingolfing. 50 points en 28 matchs, donc 32 buts. Donc de nouveau, tu étais sur les mêmes bases que la fin de saison précédente. Et puis tu vas terminer la saison avec l'équipe d'Erding, les Gladiators, avec qui tu vas même aller jusqu'au titre. Cette équipe-là, alors elle va peut-être parler à certains supporters des Bulldogs qui nous suivent. Je présume qu'ils sont là dans le live, parce qu'un certain Shane Matheson, qui a quand même connu de beaux moments à Liège, évolue là-bas. Et c'est avec lui donc du coup que tu vas aller jusqu'au titre, et tu auras quand même été productif tout au long de cette campagne là aussi avec les Gladiators. Voilà ton expérience en Allemagne, voilà comment tu l'as senti? J'ai adoré mon expérience en Allemagne. C'est des bons souvenirs que je vais garder très longtemps. C'est une ligue un petit peu moins, c'est la 4e division aussi. Fait que quand moi j'ai décidé d'aller en Europe, la chose primordiale pour moi, c'était de retrouver le plaisir du hockey. Puis en Allemagne, c'est ça que j'ai fait. J'ai retrouvé le plaisir du hockey, j'ai retrouvé le plaisir d'aller à l'aréna, puis de côtoyer tout ce qui était alentour du hockey. Puis ça l'a démontré aussi dans mes statistiques personnelles, que je pense que quand un joueur a du fun puis qu'il se sent bien à un endroit, ça le permet de produire. Donc non, ça a été juste du positif pour moi. Puis ouais, de gagner un championnat aussi, ça faisait des années que j'avais pas gagné un championnat. C'est tout le temps le fun de gagner un championnat. Puis de voir, de gagner un championnat en Europe, puis de voir comment que les Européens peuvent festoyer après un championnat, c'est une expérience inoubliable. Donc là, tu vas peut-être mettre un petit peu la pression aux supporters des Bulldogs, même si je pense qu'ils le montrent déjà après certains matchs. Il y en a qui savent quand même comment faire et savent faire ce qu'il faut. D'ailleurs, dans les commentaires, Sifli nous partage un petit Shane avec un petit cœur. Et oui, Shane Matheson a quand même effectivement marqué les esprits. Si je ne me trompe pas, je m'étais prêté au jeu d'un top 10 des Bulldogs all-time il y a quelques années. Je pense que je l'avais mis dans mon top 10. Certainement vers la 8e ou la 9e place. Donc oui, Shane Matheson a quand même, je pense, laissé une belle empreinte. Et puis alors, du coup, tu en es ici à cette saison 2025-2026. Tu as donc déposé tes valises à Liège. Donc maintenant, on peut quand même le dire, ça se passe plutôt pas trop mal, avec 22 points en 12 matchs dans l'ensemble. Si on regarde un petit peu les stats projetées sur la saison au global, ça pourrait quand même nous amener à une saison à 57 points en 31 matchs. Donc on est quand même plutôt sur de bonnes bases. Voilà, comment se passe ton arrivée à Liège? Ça fait maintenant 2 bons mois que la saison a débuté. Voilà, comment tu te sens déjà toi, personnellement? Je me sens très bien. Je te dirais que l'adaptation ici a été quand même assez facile. On a été très bien accueillis par les propriétaires puis par les joueurs aussi en même temps. C'est sûr que d'avoir été joué en Allemagne où ce que je comprenais rien du langage là-bas, puis de venir ici où ce que ça parle français, c'est beaucoup plus facile pour l'adaptation. Puis c'est le fun pour nous autres aussi d'être capable de parler le même langage que nos supporters ou de nos coéquipiers aussi. Donc non, je pense que notre adaptation ici c'est très bien fait, puis on se sent bien aussi ici en ce moment. Là. Et est-ce que, on parle français, mais effectivement nous avons des accents ou même des expressions parfois différentes. Est-ce qu'il y a quand même un petit temps d'adaptation ou... Je te dirais que les gens ont plus difficulté à me comprendre moi que moi j'ai difficulté à les comprendre eux. Donc moi, mon adaptation, non, ça a été pas si pire. Je te dirais que ça, à part quelques mots ou quelques chiffres, mettons, j'avais jamais entendu 92 avant pour dire mon numéro. Okay. Nous, on dit 92, c'est qu'à chaque fois que je disais 92, les gars, j'ai quoi, mais ouais. Donc 92, puis c'est ces trucs-là. Mais sinon, là, en général, non, ça se passe super bien la communication, là, aucun problème. C'est vrai que tu fais bien de me faire la remarque, surtout que c'est moi qui scande à chaque fois en plus ton numéro et ton nom, mais c'est vrai que c'est les petites différences entre le français parlé au Québec, mais même en France, parce qu'en France, ils disent aussi 92 et non 92, donc c'est vraiment la spécificité. Je pense que la Suisse aussi dit comme nous, mais voilà, comme quoi, effectivement, le français peut différer d'une région à une autre. Sur la saison actuelle, maintenant, en termes de résultats collectifs, il y a eu donc maintenant du bon. On s'est même notamment retrouvé à l'interview après la victoire à Herentals, où vous aviez quand même fait un très bon match. Ça faisait quand même quelques années que les Bulldogs n'avaient plus gagné en déplacement là-bas, donc on va dire que le signe avait été vaincu. Par contre, à côté de ça, on sent quand même face à Neuwied des difficultés à vaincre une équipe que les Bulldogs ont battue il y a 2 ans en finale, mais on a l'impression que depuis
Est-ce que ce sont les Allemands qui veulent à tout prix nous battre ou est-ce que c'est nous qui avons un petit complexe d'infériorité, on ne sait pas. Et puis alors ici ce week-end, au-delà d'une nouvelle défaite à Neuwied, il y a eu ce faux pas aussi face à Louvain dans des circonstances un petit peu compliquées avec une exclusion très rapide dans le match de Boud van Gestel, peut-être un petit peu litigieuse d'ailleurs. Il y avait aussi l'absence de Troy. Voilà. On va dire déjà au global, avant de revenir peut-être un petit peu plus sur ce week-end, qu'en penses-tu pour le moment? Est-ce que tu restes confiant vis-à-vis des objectifs pour la saison qui sont, on va dire, de tout gagner? Absolument. Je pense qu'en général, même si peut-être nos 2 premiers matchs de saison étaient un petit peu plus lents, par la suite, là, on s'est vraiment relevé puis on a joué du très bon hockey aussi. Tu gagnes pas de championnat avec ton premier mois de saison régulière. Donc, ce qui est important, c'est vraiment la fin. Puis je pense qu'on est en train de bâtir quelque chose avec l'équipe qui pourrait amener beaucoup. Oui, on a perdu nos matchs contre Neuwied. Neuwied n'a pas gagné tous ses matchs non plus, donc c'est une équipe qui est battable. Donc, si nous, on a battu des équipes qui ont battu Neuwied, je crois qu'on est capable de battre Neuwied aussi. Il va juste falloir qu'on trouve le moyen de le faire. Mais je pense qu'en général, ce qui peut nous coûter certaines victoires, c'est simplement nos simples erreurs personnelles à nous, des petits détails qu'il faut juste faire mieux. Je pense pas que quand on a perdu contre des équipes, on s'est fait dominer à tous les matchs. Si on regarde le match de Louvain en fin de semaine, c'est des erreurs qui ont été coûteuses, c'est de notre propre part à nous. Je pense qu'en général, on avait quand même le contrôle du match. On a quand même un manque d'opportunisme aussi. Il y a certains matchs où on a de la misère à marquer des buts, où on devrait en marquer beaucoup plus. Fait que c'est juste cette balance-là qu'il va falloir trouver d'ici la fin de la saison là, pour pouvoir avoir les championnats qui est notre but principal cette année. Tu penses en tout cas qu'effectivement, ces quelques réglages-là, si vous parvenez à les faire en tout cas, tu penses que vous pourrez quand même aller soulever des trophées? Et puis certainement aussi, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, même dans les autres sports. Vaut peut-être mieux avoir des absents ou des blessures. Tu as raté, même toi aussi, un match ou deux après avoir eu un coup, il me semble que c'était au nez, tu as quand même loupé un match. Là, ici, on a Lucas Boni qui est blessé. Alors, ça devrait quand même être pour plusieurs semaines, mais peut-être qu'il pourrait revenir si tout se passe bien dans sa rééducation. Peut-être qu'il reviendra pour les playoffs. Donc, à la limite, Troy, on espère que c'est pas trop grave non plus. À première vue, non. Il voulait même apparemment jouer contre Louvain, donc on présume que c'est pas trop grave, mais on se dit, il vaut peut-être mieux avoir les quelques petits pépins aussi physiques maintenant que de les avoir en mars, là où ça compte. Ouais, techniquement, tu veux jamais les avoir. Oui. Mais c'est sûr que si tu pourrais choisir, tu les veux en début de saison, mais normalement, tu veux pas ça. Mais tu veux pas non plus te fier sur les blessés ou mettre ça comme excuse sur les blessés de perdre un match. Je pense pas que notre défaite contre Louvain a rapport avec Troy n'était pas là. On aurait pu mieux faire en tant qu'équipe, absolument. Puis on est capable de battre cette équipe-là, même si on n'a pas Troy dans les filets. C'est sûr que Troy est une énorme partie de notre équipe. C'est un excellent joueur, un excellent gardien. On en a besoin, puis on veut qu'il soit devant le filet à tous les matchs. Mais si ça peut arriver qu'il manque quelques matchs encore, on n'est pas au courant de sa blessure. Faut être prêt, puis il faut pas se donner des excuses là-dessus non plus. Il faut juste continuer à jouer notre match à nous, puis aller chercher les victoires. Et puis, même si, peut-être que... il aurait pu faire un peu mieux sur un ou deux goals dans l'ensemble. Grégor a quand même, je trouve, offert une bonne performance. C'était quand même son premier match, donc il est jeune, Grégor, donc certainement que c'était pas évident non plus. Il avait eu une pression supplémentaire. Certainement que s'il est amené à redéfendre la cage, ou même Ruben aussi, on a quand même deux goalies qui sont là en backup de Troy. Certainement que ils les apporteront de bonnes choses aussi. Comme tu le disais, c'est vrai que il faut peut-être pas uniquement se reposer sur Troy. On gagne en hockey en équipe. Et donc du coup, on perd en équipe aussi, ouais. Et il n'y a pas que un ou deux joueurs sur qui tout se repose. Juste ici, pour terminer, avant de donner la parole à Basile, on passera quand même à la rubrique top 1. Le niveau de jeu, parce qu'on parlait effectivement de l'Europe, etc., mais le niveau de jeu ici en CEHL, par rapport à ce que tu as connu en Allemagne et même outre-Atlantique, comment juges-tu la Ligue ici en Belgique et aux Pays-Bas et un tout petit peu en Allemagne aussi? Comparé avec l'Allemagne, je te dirais que c'est peut-être un petit peu meilleur à cause que on a 4 importés au lieu de seulement 2. Quand je jouais en Allemagne, on avait seulement 2 importés. Ici, le fait d'avoir 4 importés, ça change beaucoup la game aussi. Ça permet aux équipes de pouvoir s'offrir un gardien de but importé. Donc ça change beaucoup. C'est beaucoup plus dur de produire offensivement, de marquer des buts, etc. Donc le
le fait qu'on ait plus d'importance dans cette ligue-là, ça fait peut-être que la ligue est meilleure un petit peu qu'en Allemagne, où ce que j'ai été. Pour le reste, ça n'a pas vraiment rapport avec les ligues au Canada où ce que j'étais. Oui, tu as du bon hockey aussi en Belgique, mais c'est pas développé non plus comme que le hockey au Canada ou aux États-Unis. T'as pas non plus le même bassin de joueurs, le même territoire de joueurs. T'as pas autant de joueurs qui veulent absolument jouer au hockey. Donc, c'est très différent. Mais c'est du très bon hockey aussi ici, puis c'est très le fun d'y participer. Et alors, en tant que qu'importe, tu participes, on en parlait déjà un tout petit peu tout à l'heure avec le sport-études. Est-ce que c'est quand même toi quelque chose que tu apprécies, le fait de transmettre quand même un petit peu ton vécu et tes qualités, bien sûr, à la jeune génération? Est-ce que tu prends du plaisir dans ce rôle-là? Oui, absolument. Pour nous, en fait, c'est le fun de pouvoir sortir de la maison puis de pouvoir montrer aux jeunes dans le coin ici comment que nous, on peut apprendre le hockey au Canada, qui est très différent. Puis je pense qu'au Canada, on est capable de créer de très bons joueurs de hockey. Donc, pour nous, de l'apporter ici, de pouvoir donner quelques conseils ou même que ce soit peu importe avec les jeunes joueurs qui sont ici, qui voudraient éventuellement peut-être même quitter la Belgique pour aller jouer ailleurs, ou j'ai beaucoup de jeunes qui me disent je vais aller faire un tournoi au Canada ou quoi que ce soit. Donc non, c'est juste le fun pour nous, puis ça nous permet aussi de nous rapprocher avec les jeunes puis avec les fans aussi de ce côté-là, le fait que c'est très important pour nous autres de le faire, puis on adore bien le faire aussi. Et alors, on sent quand même que quand tu es quand même bien quelque part, tu peux peut-être quand même être amené à rester. Est-ce que potentiellement tu envisages de peut-être rester plusieurs saisons à Liège, ou ton objectif, c'est peut-être, pourquoi pas, d'aller goûter à d'autres ligues en Europe, ou peut-être même de retourner encore une fois aux États-Unis ou au Canada? Ça, c'est encore très tôt pour le dire, mais oui, je suis encore jeune, 26 ans, genre 27 ans, mais dans un monde de hockey, 26, 27 ans, c'est quand même rendu très vieux pour un joueur de hockey. Fait que il va falloir que je commence à penser aussi à mon après-carrière. Mais on verra, tant que je suis encore capable de le faire puis que je suis encore capable de performer au niveau que je veux performer. C'est sûr que l'Europe, ça reste la place où je vais continuer à jouer, puis où est-ce que je vais continuer à jouer après ça, ça va dépendre de l'équipe aussi, voir quelle direction ils veulent se diriger, qu'est-ce qu'on va faire cette année aussi. Donc on va voir, on va se focusser sur la saison qui est d'ici, on va essayer d'aller chercher le plus de championnats possible, puis on va voir par la suite où est-ce que ça peut nous mener. En gros, c'est peut-être saison après saison, step by step. Et juste un petit mot de Liège. Voilà, la ville, comment te sens-tu à Liège? C'est très bien, c'est très différent de où j'étais. J'étais habitué d'habiter dans la campagne quand j'étais en Europe. Maintenant, d'habiter dans une ville où il y a un peu plus d'action, de bruit, c'est cool, c'est bien. J'adore manger au restaurant, fait qu'il y a beaucoup de restaurants autour de chez moi, j'adore ça. Fait que non, c'est bien, je m'adapte bien ici, c'est cool. Voilà un petit peu pour l'interview entre guillemets sérieuse avec Anthony Gagnon. Voilà, on aura bien sûr appris grâce à lui ce que ça fait de côtoyer Patrick Roy, qu'est-ce que ça a fait aussi de voir Alexis Lafrenière avant les autres, puisque tu l'auras côtoyé dans ton apprentissage. Et puis effectivement, oui, Liège a son charme. Maintenant, je vais passer le micro à Basile, car oui, Basile, au-delà d'avoir géré la technique, va prendre le relais pour la dernière partie de cette émission. Vous le savez, maintenant, quand on a des invités, on consacre une petite rubrique top 1. On est donc parti avec Basile. Comme Julien l'a dit, c'est un peu la partie plus fun, un peu plus cool. On va revenir plus sur un peu comme au style de Combini, avec un petit tournoi de ce que tu peux préférer dans la vie. Et on va peut-être voir que ce sera peut-être pas forcément que le hockey sur glace. Donc il y aura 8 petites questions, et puis au fur et à mesure on va élire quelle est la chose que tu préfères. Écoute, on va directement commencer. On va quand même rester un peu dans le hockey avec ton joueur préféré. Mon joueur préféré, c'est Nathan MacKinnon. Donc, l'ancien joueur du Colorado. Je sais que tu l'aimes bien aussi comme joueur. Oui, ouais. C'est moi. Tu l'aimes bien? Ouais. C'est mon joueur préféré. Ensuite, ton plat préféré? C'est le steak. Bon steak, comme Luke d'ailleurs, qui vous avait dit... Non, j'adore le steak, ouais. Ton film préféré? Mon film préféré, je te dirais que c'est probablement les séries d'Harry Potter. OK. Est-ce que vous connaissez ici? Ouais. OK. Ouais. Ensuite, je pense que la question va être vite répondue. Équipe NHL favorite? Les Canadiens de Montréal. Voilà. Ton artiste musical préféré?
Je suis plus un genre, j'adore bien le country, donc je te dirais Morgan Wallen. Ouais. Ensuite, pour un petit peu, comme on va te mettre dans la même sauce que Luc, ton coéquipier Bulldogs préféré, il va falloir un peu se mouiller. C'est sûr qu'on s'entend très bien les imports ensemble, mais si j'irais avec un joueur local, je te dirais probablement Tanguy ou Blanchy. Ok. Ouais, c'est 2 gars qui nous aident beaucoup aussi ici, qui sont très souvent avec nous autres, donc ouais. On arrive avec les 2 dernières questions. Donc, ton sport préféré autre que le hockey sur glace? Le golf. Golf. Et la dernière, ta série préférée? Donc, série TV. Pour l'instant, je te dirais que c'est Occupation Double. C'est une série de dating show au Québec en ce moment. Fait que je suis ça de très près. J'ai même quelqu'un qui y participe que je connais bien. Voilà. Donc, c'est bon à voir, c'est chaud. On va commencer donc du coup la partie un petit peu élimination. On va avoir ce premier round entre Nathan McKinnon et un bon steak. Le steak. Le steak qui passe. Ouais. Ton film préféré qui est donc Harry Potter ou Le Canadien de Montréal? Le Canadien de Montréal. Canadien de Montréal. Ouais. Donc ensuite on a soit Morgan Wallen, soit Tanguy ou Xavier Blanchy. Morgan Wallen. Morgan Wallen. Ensuite donc du coup on a le golf ou Occupation Double. Le golf. Le golf. On se retrouve donc du coup entre un steak et le Canadien de Montréal. Un bon steak. Un bon steak. Ouais. Donc le steak va en finale. Ensuite, donc du coup, on a Morgan Wallen ou le golf. Le golf. Le golf. Et donc du coup, la finale. Qu'est-ce que tu préfères entre un steak et le golf? Le golf. Le golf. Et voilà, on aura donc du coup le top 1 de Anthony Gagnon qui est donc du coup le golf. Et voilà, effectivement, le top 1 d'Anthony le golf. Juste ici, si on parle un petit peu de Nathan McKinnon et de Montréal, un tout petit mot, juste pour terminer de NHL, LNH, effectivement. Déjà, effectivement, Montréal, on a enregistré d'ailleurs une émission qui sortira bientôt sur les Canadiens, sans trop vous la vendre, tant que maintenant, tout roule du côté du Canadien. Ouais, je te dirais que les partisans à Montréal regardent ça avec impatience en ce moment, puis beaucoup d'excitation aussi. Je crois qu'ils ont beaucoup de joueurs maintenant qui sont très le fun à regarder. C'est une équipe aussi très le fun à regarder aussi. Mm-hmm. Donc je pense que l'engouement puis l'ambiance alentour des Canadiens en ce moment est très bonne. Puis je crois que ça va juste aller en évoluant pour les Canadiens. Et tu es plutôt Lane Hudson, défenseur très porté vers l'attaque. Tu es plus Demidov qui, avec ses dribbles ravageurs, fait mal. Ou est-ce que tu es plutôt Cole Caulfield ou même Suzuki, un peu plus discret, mais tout aussi important? Tu préfères qui dans cette je te dirais que je suis un petit peu plus un Cole Caulfield, mais de voir Demidov à l'œuvre, c'est très excitant de voir ça. D'être aussi jeune que ça, puis d'être capable de faire toutes ces choses-là sur la glace, là, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc je te dirais que le plus excitant en ce moment à voir jouer, je te dirais que c'est Demidov. Et alors, si on va tout petit peu plus loin, dans la conférence Ouest, tu parlais de Nathan McKinnon, l'Avalanche, pour le moment, est en forme. Ils ont quand même, ce week-end, battu Edmonton là-bas 1-9, avec un McKinnon qui a scoré, avec Makar qui a scoré aussi, et McKinnon qui, d'ailleurs, je crois, est le meilleur buteur et meilleur pointeur pour le moment de la Ligue. Est-ce que tu penses qu'il est capable d'aller chercher un nouveau trophée Hart, l'ami McKinnon? Absolument. On parlait beaucoup, notamment... dans Inside de The NHL, la série sur Amazon, la première saison, on parlait beaucoup notamment de l'importance de Landeskog dans le vestiaire, qui a manqué les 2 dernières saisons pour blessure. Il est revenu, certes avec un rôle entre guillemets mineur en termes de minutes, mais est-ce que tu penses que ça peut permettre à l'Avalanche d'être encore plus dangereux que les saisons précédentes? Absolument. C'est sûr que c'est dur de manquer 2 ans de hockey, mais je crois que son leadership qu'il apporte à cette équipe-là, ça se perd pas. Fait que c'est sûr que de le revoir dans cette chambre de hockey-là, ça doit être... c'est leur capitaine aussi, donc de le revoir, ça doit être un énorme bonus pour l'Avalanche. Puis non, c'est à découvrir. L'Avalanche, c'est une excellente équipe de hockey. Je crois que c'est leur moment aussi, ou leur moment approche très bientôt. Donc, s'ils réussissent à battre nos Canadiens, peut-être, on verra. Mais ouais, non, ils ont des bonnes chances, les Colorado. Et si tu devais juste, on parlait de McKinnon, si tu devais juste, lui prendre un truc, ce serait quoi? Ça serait sa vitesse, absolument. Ouais, sa vitesse, comment il est capable de faire ses jeux à une vitesse aussi rapide, c'est ça que j'irais chercher lui, absolument. Ouais. Et voilà, je pense qu'on a tout dit.
On a passé une bonne heure avec Anthony Gagnon. Encore merci, en tout cas, Anthony, pour ta venue, puis même de manière générale, ta disponibilité. Parce que c'est vrai que dès que je vais te trouver, même pour une petite interview après match, tu es toujours très, très disponible. Je vous rappelle, bien sûr, que si vous n'avez pu suivre l'émission dans son intégralité, ou si même vous n'étiez pas présent aujourd'hui, ce sera bien sûr de nouveau disponible sur YouTube dans les jours à venir. Et puis sinon, n'oubliez pas, les haters, c'est à suivre sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Allez, on vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous et à très vite. Ciao, ciao.